Nous avons d'abord découvert le noyau liquide de la Terre. Nous avons alors découvert un noyau solide à l'intérieur de ce noyau liquide. Nous avons alors découvert que le noyau solide possède des propriétés étranges, plus proches de celles d'un liquide. Le noyau interne est-il donc solide ou liquide? La réponse est oui. Avant de commencer, quelques annonces rapides. Tout d'abord, nous avons de nouvelles données. Aimer et commenter contribuent réellement au partage des épisodes. Et nous avons également appris que la principale raison pour laquelle les gens nous soutiennent sur Patreon n'est pas tant les avantages que le soutien apporté à la communauté Spacetime et au travail que nous accomplissons. Alors, à vous tous qui nous soutenez, merci infiniment. Mais ne vous méprenez pas, il y a des avantages et ils sont appréciables. Vous trouverez un lien dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Cela nous serait d'une aide précieuse. À suivre. L'épisode d'aujourd'hui fait partie du Mois de la Terre de PBS. PBS célèbre l'événement en diffusant une multitude de nouveaux épisodes passionnants qui explorent en profondeur notre incroyable planète. Vous pourriez notamment apprécier le dernier épisode d'Eon qui traite des supermontagnes, ces formations incroyablement énormes qui, à notre connaissance, n'ont existé que 2 fois sur Terre. Vous trouverez également dans la description des liens vers cet épisode et la playlist complète du Mois de la Terre. Prochainement, nous sommes ravis de lancer notre univers sur un t-shirt et un sweat à capuche Black Hole. Si vous croyez que nous sommes piégés à l'intérieur d'un trou noir où l'espace et le temps ont inversé leur rôle et que le Big Bang n'était que l'autre côté d'un effondrement, alors ce t-shirt est fait pour vous. Nous proposons toujours nos courbes de lumière de trou noir, ainsi que notre tapis de bureau et de jeu qui illustre la façon dont la lumière est déformée par la gravité d'un trou noir. De plus, notre kit phosphorescent UV, nos motifs de trous noirs rotatifs et nos tasses à énergie sombre sont toujours disponibles. Lien dans la description. Passons maintenant à l'épisode. Et non, il se peut que le noyau interne de la Terre soit dans un état de la matière exotique, à la fois cristallin et fluide. L'état superionique. Les mystères de l'intérieur de notre propre planète ont été, à bien des égards, plus difficiles à percer que ceux du reste du cosmos. Je veux dire, nous pouvons envoyer des sondes aux confins du système solaire et jusqu'à 46 milliards d'années-lumière de l'horizon cosmique, une zone largement transparente. Et nous pouvons voir les galaxies des plus lointaines. Mais les 6400 km qui nous séparent du centre de la Terre sont à la fois opaques à la lumière et bien au-delà de la portée de toute foreuse conventionnelle. Le mieux que nous puissions faire est d'écouter les faibles grondements de tremblements de terre lointains, puis d'essayer de reconstituer la façon dont ces ondes sismiques rebondissent à l'intérieur de la Terre. Pour vous donner une idée du retard pris par la sismologie par rapport à la cosmologie et au reste de la physique, il a fallu attendre 1909, après la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, pour que l'on comprenne que les ondes sismiques pouvaient nous renseigner sur la structure de la Terre. C'est Andrija Mohorovičić qui a remarqué que certaines des ondes P, c'est-à-dire les ondes primaires ou de pression, trouvaient un raccourci entre l'épicentre du séisme et les stations sismiques situées à des centaines de kilomètres de là. Il a brillamment déduit que les ondes se propageaient à travers une région plus dense et donc plus rapide, plus profondément dans la Terre, découvrant ainsi la limite entre la croûte et le manteau. Cela a ouvert les vannes. En 1914, 1 an seulement avant la relativité générale et la prédiction ultérieure des trous noirs, nous avons découvert le noyau en fusion de la Terre. C'est Benno Gutenberg qui a découvert que les ondes S, pour secondaire ou de cisaillement, étaient bloquées par une large zone d'ombre, côté opposé de la planète par rapport à leur origine, tandis que les ondes P pouvaient la traverser directement. Les ondes de cisaillement ne se propagent que dans les solides. Il comprit alors que cela signifiait que la Terre devait avoir un intérieur liquide. Mais même ces ondes P se comportent bizarrement autour du noyau en fusion, se réfractant pour créer des zones d'ombre plus petites. Poussez ce jeu encore plus loin. C'est en 1936, longtemps après la découverte de l'expansion de l'univers et la déduction du Big Bang, qu'Inge Lehmann a découvert le noyau solide interne. Elle a constaté que certaines ondes P pénétraient dans leur zone d'ombre, et a brillamment compris que celle-ci devait se réfléchir sur une région solide encore plus profonde que l'intérieur en fusion. Mieux vaut tard que jamais. Ces idées ont été affinées et vérifiées au fil des ans, aboutissant à notre modèle moderne et multicouche de l'intérieur de la Terre. Notre planète est un sphéroïde aplati avec une croûte de faible densité
qui transportent des ondes P lentes et des ondes S encore plus lentes, suivies d'un manteau rocheux plus dense, à vitesse d'onde plus élevée, qui s'écoule lentement même s'il est encore solide, ce qui lui permet de supporter les deux types d'ondes. Nous avons donc un noyau externe liquide qui respire un noyau interne solide, tous deux composés principalement de fer. Tout cela s'explique parfaitement, rendant compte du dynamisme de notre planète, de son volcanisme à sa tectonique, en passant par son champ magnétique. En pratique, c'est exact. Que faire alors lorsque de nouvelles données sismiques, encore plus précises, contredisent ce modèle ? À mesure que notre système de surveillance sismique devenait plus sensible et plus étendu, nous avons commencé à sonder la structure interne plus en détail, et nous avons commencé à observer quelques anomalies. Par exemple, les ondes P traversent le noyau interne plus rapidement dans la direction polaire que dans la direction équatoriale. Ceci s'explique généralement par le fait que la vitesse du son dans un cristal peut dépendre de son orientation par rapport au réseau cristallin. Si le noyau interne de la Terre est composé de fer cristallin et que l'orientation du réseau cristallin est corrélée à la rotation planétaire, alors la différence entre les pôles et l'équateur peut être expliquée. Il semble même exister une asymétrie est-ouest de la vitesse des ondes entre les hémisphères, ce qui est considéré comme une preuve de l'existence de zones irrégulières à grande échelle et ou de régions de fusion dans le noyau interne. L'une des choses les plus difficiles à expliquer se trouve enfouie au cœur même des données, mais elle pourrait révéler quelque chose de vraiment surprenant concernant le cœur de notre planète. Les ondes S, qui sont complètement bloquées par le noyau externe en fusion, apparaissent dans le noyau interne par conversion des ondes P, et il est en fait incroyable que nous puissions même identifier des ondes sismiques de surface qui sont passées par une transition PS puis SP à travers le noyau terrestre, puis de nouveau par des ondes P pour retourner à la surface. Mais nous constatons que ces ondes de cisaillement du noyau se propagent beaucoup trop lentement dans ce noyau par rapport à ce que nous attendons compte tenu de la composition du noyau. Les ondes S dans le noyau perdent également de l'énergie beaucoup plus rapidement lors de leur propagation que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un matériau rigide comme le fer cristallin. Ce phénomène d'ondes S dans le noyau interne est actuellement un véritable mystère, et pour le résoudre, nous allons avoir besoin de géophysique. Il existe deux principaux moyens de déformer un solide, la compression-expansion, donc modifier le volume. Et c'est ce que font les ondes P, ou le cisaillement modifiant la forme. Et voilà nos ondes S. Plus un matériau est résistant à l'un ou l'autre de ces phénomènes, plus il propagera rapidement les ondes dans ce mode. Imaginez-le comme un matériau plus facilement déformable, en quelque sorte mou et visqueux dans cet état. Le fer cristallin est très rigide, à la fois en compression et en cisaillement, et devrait donc présenter des ondes P et S rapides. Et le noyau terrestre transmet bien les ondes P aussi rapidement que prévu. Mais les ondes S sont trop lentes. Pour chiffrer cela, la capacité de cisaillement relative à la compressibilité d'un matériau est résumée par le coefficient de Poisson, qui est généralement d'environ 0,2 ou 0,3 pour un solide typique. Mais le noyau terrestre semble se situer aux alentours de 0,45, ce qui est proche du coefficient de Poisson du caoutchouc, donc pas très compressible, mais très facile à partager. Appelons ce type de matériau spongieux. Ce n'est pas un terme technique, alors ne l'utilisez pas avec les géophysiciens. Quel type de matériau de base pourrait donc être aussi mou ? Eh bien, nous allons nous en tenir au fer en général, car nous savons que cela correspond à la densité. Et parce que nous constatons que les astéroïdes développent effectivement ces noyaux de fer à mesure que le métal lourd s'écoule vers le centre lors du refroidissement. Mais plusieurs éléments pourraient accroître la souplesse des noyaux. La première idée qui est venue à l'esprit était d'ajouter simplement d'autres éléments au réseau cristallin. L'alliage du cristal de fer avec de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du silicium et du soufre augmentera considérablement le coefficient de Poisson et diminuera donc la vitesse des ondes S. Mais il est désormais généralement admis que, à elle seule, l'alliage avec une quantité raisonnable de ces éléments légers ne pourrait pas réduire suffisamment la vitesse des ondes S. Une autre possibilité consiste à rendre le noyau granuleux. Au lieu d'un unique cristal sphérique géant,
le réseau cristallin du noyau pourrait être fragmenté, potentiellement à l'échelle microscopique. Lorsque le métal en fusion se solidifie, son réseau cristallin se développe à partir de multiples points de nucléation, ce qui entraîne la formation de nombreux secteurs mal alignés. Au fil du temps, ces grains peuvent fusionner et s'aligner, former des réseaux plus grands, voire se fragmenter davantage, et on ne sait pas clairement ce qui s'est passé au cœur de la Terre. Parce que les frontières entre les grains n'avaient pas la même résistance que le réseau cristallin pur. Plus ils sont capables de glisser les uns contre les autres, et ce phénomène est grandement amplifié si des membranes microscopiques de métal fondu ou ramollies par la chaleur se forment entre ces grains, cette granularisation et ces fusions ou préconstructions peuvent potentiellement expliquer le coefficient de Poisson élevé dans le noyau. Mais le problème avec cette explication est qu'il n'existe qu'une fenêtre étroite de taille de grain, plus la fusion ou la préfusion, qui nous donne les bonnes propriétés du noyau pour expliquer la propagation des ondes S. Si on va trop loin, le noyau passe de mou à gluant, ce qui signifie que les ondes perdent beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que nous observons. Il y a aussi le problème que les structures cristallines à grains fins ont plus de difficultés à s'organiser globalement. Et n'oubliez pas que nous avons besoin d'un certain niveau d'alignement global du réseau pour expliquer la différence de vitesse entre les régions polaires et équatoriales. Il est fort probable que certains de ces détails granulaires soient à l'œuvre, etc., mais de solides arguments suggèrent qu'ils ne constituent pas l'explication complète. Nous cherchons un moyen de conserver la rigidité générale du noyau, permettant potentiellement un alignement global du réseau cristallin, tout en lubrifiant un peu les choses pour ralentir ces ondes S. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouvel état de la matière, un état de la matière qui permette au noyau d'être simultanément solide et liquide. Permettez-moi donc de vous présenter l'état superionique. Dans cet état, nous avons un réseau cristallin rigide d'un élément lié à une molécule, avec un autre atome se déplaçant librement au sein de cette structure. Il existe de nombreux exemples de matériaux superioniques ayant diverses applications technologiques, allant des batteries et des piles à combustible à différents types de capteurs. Nous avons même observé de la glace superionique, dans laquelle l'hydrogène se déplace librement au sein d'un réseau d'oxygène. Dans le cas du noyau terrestre, le réseau primaire serait le réseau hexagonal, formé d'un alliage de fer et de nickel. Les éléments plus légers, comme l'hydrogène, l'oxygène et surtout le carbone, pourraient alors vivre dans les espaces interstitiels de ce réseau, se déplaçant avec une liberté comparable à celle des liquides. En temps normal, le fer ne réagit pas ainsi. À basse température, les impuretés comme le carbone ont tendance à rester à des positions fixes dans le réseau cristallin. Mais des simulations de dynamique moléculaire ont montré qu'à mesure que la température augmente, les atomes de carbone commencent à se déplacer entre les sites interstitiels et qu'au-dessus d'une certaine température, ils présentent un comportement de type liquide. Selon ces simulations, la haute pression au cœur de la Terre crée les conditions parfaites pour que le réseau fer-carbone entre dans cet état superionique. Mieux encore, dans ces simulations, l'alliage présente une vitesse de cisaillement inférieure à celle du fer pur et un coefficient de Poisson d'environ 0,43, très proche des propriétés sismiques observées du noyau interne réel. Les simulations sont formidables, car elles permettent de suggérer et d'affiner des hypothèses que nous pouvons ensuite tester dans le monde réel. Il va falloir beaucoup de temps avant que nous puissions accéder au noyau terrestre pour effectuer des tests directs. En attendant, nous devons recréer dans nos laboratoires les conditions du noyau. C'est là qu'intervient la nouvelle étude de Wang, He, Zhang et al. Cette équipe a créé un réseau de fer hexagonal compact avec une petite quantité de carbone dissous de manière interstitielle. Ils l'ont ensuite bombardé de particules se déplaçant à grande vitesse pour créer des pressions de choc et des températures correspondantes suffisamment élevées pour débloquer l'état superionique. Le thème de cet épisode semble être la vitesse du son dans différents matériaux. À noter donc que le projectile utilisé dans cette expérience a été accéléré par un canon à gaz léger. La vitesse du projectile dans une arme à feu est limitée par la vitesse du son. Le fait qu'une balle soit propulsée hors de la buse par l'expansion des gaz et que cette expansion soit limitée par la vitesse du son ne change rien au fait que la vitesse du son augmente avec la complexité moléculaire. Pour l'air, il s'agit essentiellement de diazote. Si au contraire,
Vous remplissez la chambre d'hydrogène ou d'hélium, la vitesse du son plus élevée derrière la balle entraîne une vitesse initiale plus rapide, les armes à feu normales pouvant atteindre des vitesses initiales de Mach quelques. Un projectile à gaz léger peut atteindre Mach 20 ou des vitesses orbitales réelles. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés pour étudier les impacts, par exemple, de micrométéorites sur les équipements spatiaux. Mais dans cette expérience, le canon à gaz léger nous fournit une sorte d'accélérateur de particules pour la géologie. Bref, fin de la digression. Revenons à l'expérience. Une fois l'état supersonique créé dans le réseau de fer, ses propriétés ont été étudiées de la même manière que nous étudions l'intérieur de la Terre en observant les vibrations à sa surface. Dans ce cas, avec la vélocimétrie Doppler photonique, qui consiste essentiellement à pointer un canon à vitesse ultra précise vers la surface, ces vibrations révèlent désormais la structure de l'intérieur de l'échantillon, tout comme en sismologie. De cette manière, l'équipe a pu déduire diverses propriétés, notamment la vitesse de cisaillement et le coefficient de Poisson, et ces valeurs étaient cohérentes avec ce que l'on attend du fer superionique, comme prévu par les simulations. Il convient de mentionner que cette expérience n'a pas atteint la pression et la température complète du noyau interne de la Terre, mais à tout le moins, nous semblons avoir produit cette étrange phase de la matière dans un alliage fer-carbone, ce qui constitue une validation expérimentale d'un mécanisme qui n'existait auparavant que dans la simulation. Et l'état supersonique produit présente un fort adoucissement par cisaillement cohérent avec les données sismiques, ce qui renforce sa viabilité en tant que candidat pour la mollesse inhabituelle du noyau interne de la Terre. Si l'hypothèse supraéronique s'avérait vraie, elle pourrait aider à expliquer d'autres choses. Par exemple, un flux préférentiel de carbone interstitiel le long de l'axe de rotation de la Terre pourrait expliquer en partie la différence de vitesse polaire équatoriale, ce qui atténue les contraintes sur l'alignement global du réseau cristallin, et le flux de ce carbone pourrait même participer à l'effet géodynamo qui alimente le champ magnétique terrestre. Et nous devrions également considérer cela comme une victoire pour la philosophie au cœur de toute la physique, selon laquelle les secrets de la nature sont mieux révélés en faisant s'entrechoquer violemment des objets. L'intérieur de la Terre, sous nos pieds, est à bien des égards plus difficile à explorer que le vaste cosmos qui nous surplombe. Heureusement, les secrets des deux sont codés dans des vibrations qui atteignent cette étroite bande de notre monde humain depuis les deux directions. Nous construisons ainsi nos cartes de l'espace-temps astrophysique et géophysique.